Ces derniers temps, les limites administratives de nos territoires ont pas mal évolué, ont été pas mal chamboulées. Les cantons, parfois des nouvelles communes. Et voilà l'année 2017 avec de nouvelles intercommunalités. Pour nous expliquer le pourquoi et le comment de cette évolution, avec nous aujourd'hui dans l'air de rien, Jacques Bernard, directeur de la Maison des communes en Vendée. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Alors je vais présenter d'abord les chroniqueuses de l'émission de cette semaine. Émilie Piveteau, donc vous êtes responsable communication de la Fédération de l'enseignement. De la FOL Vendée, oui. FOL Vendée, qu'on n'appelle pas la folle, on va faire le coup chaque fois. Voilà. Vous allez revenir sur un thème que le grand public ne connaît pas beaucoup, le climat scolaire. C'est ça, et la formation des futurs enseignants, voilà. En gros, comment réussir à résoudre des tensions dans les classes C'est ça, exactement. Donc on expliquera ça tout à l'heure. Delphine Blanchard, bonjour. Bonjour. On va parler d'une exposition qui s'appelle le Cirque ridicule jusqu'au 31 décembre au musée municipal de La Roche-sur-Yon. Et les clowns ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà, et le peintre qui est l'objet de cette... Jean-François Dolbeau. Voilà, Jean-François Dolbeau qui vit à La Roche-sur-Yon. Jacques Bernard, bonjour. Bonjour. Donc je l'ai dit en introduction, vous êtes directeur de la Maison des communes. Alors oui. Peut-être commençons par là, qu'est-ce que la Maison des communes ? Quelques mots d'explication, parce qu'elle est parfois confondue, par exemple, avec la communauté d'agglomération de la ville de La Roche. Bon, en quelques mots, la Maison des communes, c'est un ensemble de 7 structures, je ne vais pas toutes les détailler, mais simplement préciser qu'elles ont toutes pour ambition d'être au service des collectivités. Donc les communes, les communautés de communes, les établissements publics de Vendée et les agents territoriaux qui travaillent au sein de ces différentes structures. Alors avec une vocation particulière pour l'une des structures, je dirais, principales, qui est le centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui vient en appui des collectivités dans la gestion de leur personnel. Très et bien. donc, qui organise aussi, et point important quand même, parce que là, ça s'adresse, je dirais, au grand public et aux jeunes notamment, l'organisation des concours qui permettent d'accéder au métier les concours de la des communes. Voilà. Ok. Et vos locaux sont à La Roche-sur-Yon, derrière les Oudéry, non ? Voilà, rue Kepler, à proximité un beau bâtiment. des Oudéry. Bien, ceci dit, donc, quand on parle de réorganisation du territoire, forcément, ça touche les gens avec qui vous travaillez, les élus, les gens qui travaillent dans les collectivités. Donc, 1er janvier 2017, le territoire vendéen passe de 29 intercommunalités à 19. Tout à fait. Alors, remontons un petit peu rapidement le fil, l'histoire de ces intercommunalités. C'est récent, ces communes qui ont décidé, qui ont été peut-être aussi obligées de travailler ensemble ? Non. En fait, c'est une longue histoire, je vais la résumer parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. Mais ça remonte à une première loi du 22 mars 1890. Ah oui, effectivement. Et qu'on est au siècle précédent et même celui d'avant, qui donc crée des syndicats de communes, avec déjà pour objectif que des communes puissent coopérer sur des thématiques particulières. D'accord. Là aussi, c'est un souci économique Oui, c'est-à-dire que très vite, les communes se sont aperçues, on sait qu'il y a beaucoup de communes en France, plus de 36 000, même si le chiffre se réduit. Et donc, il y a eu ce besoin sur certains gros équipements, notamment, de travailler ensemble, qui s'est fait jour assez vite. Alors après, ça ne s'est pas développé immédiatement, mais on a vu apparaître ce qu'on appelait des SIVU, des syndicats intercommunaux à vocation unique. Donc c'était pour une seule compétence. Par exemple, gérer une gendarmerie qui pouvait être créée à l'échelle d'un canton. Oui, c'était très spécifique. C'était très spécifique. Et donc là, il y en a un certain nombre qui ont vu le jour. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu toute cette étape, par exemple, d'électrification des communes rurales. Et là, on a vu émerger pas mal de SIVU d'électrification, par exemple. Et puis, on est arrivé à une évolution ensuite vers des SIVOM, donc objet plus large, syndicat intercommunal à vocation multiple. Ah oui, d'où le nom plus large, est significatif. C'est bien ça trouvé, veut dire bravo. qu'on multiplie les compétences exercées. Et donc, on avait un secteur qui a très vite vu les communes coopérer, c'est la collecte, le ramassage des ordures ménagères. Ça s'est développé très rapidement et ces SIVOM pouvaient avoir cette compétence plus quelques autres. Alors, moi, je me souviens des districts. Je ne suis pas si vieille que ça. Mais Non, mais ils sont récents, puisqu'ils remontent à 1966, création du district en Vendée de Fontenay-le-Comte. Donc le premier. Et oui, je pense que c'est le premier en Vendée, mais
Je pense le premier en France également. Ah. Et puis il a été suivi assez rapidement en 1969 par le district de Montaigu. Donc on a ces 2 secteurs en Vendée qui vraiment se sont structurés plus vite que les autres et qui exerçaient donc en commun des compétences à l'échelle de leur territoire. C'était une volonté des élus plus... Oui, essentiellement. D'accord. Voilà, ce sont des élus particulièrement sensibles à cette notion de Alors, rapprochement. les communautés de communes, elles existent depuis combien de temps? Alors les communautés de communes sont nées, elles, en 1992. Donc c'est une loi qu'on appelait la loi ATR, Administration territoriale de la République, pardon, qui a donc créé des communautés de communes. Donc là, on a un élan nouveau, je dirais, et elle créait aussi des communautés de villes. Mais elles ont vécu peu de temps, puisque en 1999, ensuite, il y a eu la loi Chevènement, qui a substitué les communautés d'agglomération aux communautés de villes. D'accord. Mais vraiment, l'élan, en 1992, on a vu dans la foulée, dans les années 93-94, se créer beaucoup de communautés de communes, en Vendée notamment, et souvent par transformation de CIVOM, qui avaient souvent le périmètre du canton. Un territoire, quand même. En Vendée, c'était assez frappant. C'était le canton de Pouzauges qui était organisé en CIVOM ou de Chantonnay et qui se sont transformés en communautés de communes. Donc là, le 1er janvier, on diminue de 10, donc on avait 29 intercommunalités, on passe à 19. Alors, absolument. Pourquoi maintenant? Alors, il y a déjà eu une étape supplémentaire, c'est avec la loi de réforme des collectivités locales en 2010, qui a notamment imposé que toutes les communes soient rattachées à une communauté de communes. Parce qu'il y avait une structure intercommunale. Il y avait des communes. Il y avait encore des communes isolées. Nallier, Cugan. Oui, c'est ça, on en avait quelques-unes en Vendée. Qui n'étaient pas rattachées à des intercommunalités. Oui, qui avaient fait le choix. Alors, pour certaines, Cugan, par exemple, avait été rattaché pendant un temps à une communauté à cheval sur la Loire-Atlantique, d'ailleurs, puis avait souhaité reprendre son indépendance. Il en restait 7 ou 8. Donc ça a été une première étape. Première étape. Obligation. Alors, avec une exception en Vendée, qui est l'Île-Dieu, puisque la loi a prévu que les communes insulaires, lorsqu'elles ne comptent qu'une seule commune, ne sont pas tenues de rallier une intercommunalité. D'accord. Donc ça a été encore un mouvement supplémentaire. Puis donc la loi de réforme des collectivités locales, après, a été suivie de la loi NOTRe, Nouvelle Organisation territoriale de la République, toujours des termes bien choisis, qui, elle, avait, contenait un élément essentiel, c'est un seuil de 15 000 habitants pour les communautés de communes, désormais Donc, on pouvait... à partir du 1er janvier 2017. Les intercommunalités doivent obligatoirement compter au moins 15 000 habitants. C'est ça. Alors, il y a quelques dérogations, mais qui ne concernent pas le département de la Vendée, je ne vais pas trop insister. Donc, zone de montagne, etc., on imagine. Voilà, où les secteurs où les densités de population sont nettement inférieures à la moyenne nationale. Donc, pour la Vendée, effectivement, qui a toujours été dynamique sur la coopération intercommunale, l'Ouest d'ailleurs plus largement, la Bretagne aussi. Donc la Vendée se retrouvait avec 29 communautés, dont un certain nombre n'atteignaient pas ce seuil de 15 000 habitants, et donc obligation, soit je dirais de se marier entre elles, soit de rejoindre une communauté qui, elle, avait été au-delà de 15 000, mais qui acceptait de les accueillir dans le cadre de cette recomposition. Alors avant qu'on regarde la carte, mais derrière tout ça, ce seuil de 15 000, c'est une argumentation disant il faut mutualiser les moyens, c'est ça? Il faut qu'il y ait moins d'échelles intermédiaires, d'échelons intermédiaires? Oui, bien qu'on ne supprime pas réellement un échelon en faisant cela. Mais la volonté, c'était de se dire, effectivement, d'accroître ce mécanisme de coopération entre les communes en estimant qu'une communauté de communes qui comptait 3 000, 4 000, 5 000 habitants était un peu à l'étroit pour mener des compétences plus importantes, d'ailleurs, on le verra. Alors, la carte qu'on a recoloriée pour montrer un peu ce qui se passe, donc on ne va pas pouvoir passer chaque étape. Il y a des intercommunalités donc, qui se regroupent pour répondre à la loi. Donc le Pays de Roche-Servière, par exemple, qui se rapproche de celui de Montaigu. Chaland est le Pays de Beauvoir, qu'on appelle celui du Gois. Palluau avec Villers-Boulogne, c'est le Porret-sur-Vie. Fontenay-le-Comte et l'Hermenot, etc. Il y en a qui... Enfin, il y en a d'autres. Celles qui ne changent pas, Pays Lèche-Tegneret, Les Herbiers, Pouzauges. Donc, elles ont le seuil minimum de 15 000 et plus. Et puis, il y a des petites subtilités, c'est qu'il y a des communes
qui appartenaient à une interco, qui change d'intercommunalité. Oui, assez peu, puisque vous avez cité le secteur de Chaland, donc Saint-Christophe-de-Ligneron, qui était rattaché à la communauté de Palouot et qui aurait donc pu rejoindre le nouvel ensemble avec la communauté Vie et Boulogne, a choisi de rejoindre le secteur de Chaland. Et puis on a 2 communes aussi dans le secteur des Essarts, qui appartenaient donc à la communauté de communes des Essarts. Saint-Martin-des-Noyers voilà, et Saint-Martin-des-Noyers et Sainte-Cécile. Et Sainte-Cécile, pardon. Qui n'ont pas souhaité, dans un premier temps, rejoindre la commune nouvelle Essarts-en-Bocage, c'était leur choix, et qui donc, dans la continuité, se voyaient plus avec la communauté de communes du pays de Chantonnay. D'accord. Qui donc, elle, ne fusionne pas avec une autre, mais va donc intégrer ces 2 nouvelles communes. Très bien. Et puis, donc, une petite nouveauté aussi, c'est que du côté des Sables-d'Olonne, on devient communauté d'agglomération. Oui, très juste. Donc on aura effectivement désormais 2 communautés d'agglomération, puisqu'il y a celle de La Roche-sur-Yon qui existe depuis quelques années. Donc les Sables-d'Olonne vont intégrer l'ancienne communauté de communes Ozan-Sévertonne, plus la commune de Saint-Mathurin. On a encore eu une autre subtilité, puisqu'elle était sur le secteur de la Motte-à-Char. Donc pour former un ensemble qui compte plus de 50 000 habitants, parce que ce sont les conditions pour créer une communauté d'agglomération. Donc un ensemble d'au moins 50 000 habitants, avec une unité urbaine qui compte au moins 15 000 habitants. Et donc je dirais un chef-lieu ou un chef-lieu aggloméré. Un chef-lieu, voilà, ou un ensemble. Bon, on sait qu'on connaît le secteur des Sables-d'Olonne avec le château d'Olonne et Olonne-sur-Mer. Tout cela est tout à fait imbriqué, donc il n'y a pas plus de, je crois que c'est 200 mètres entre 2 zones construites. Donc on est bien sur une unité urbaine qui dépasse. On va revenir après la chronique d'Émilie sur cette évolution a priori vers des territoires plus grands. Donc là, on va remettre les pieds à l'école. C'est ça. Alors, qu'est-ce que le climat scolaire ? Il n'a pas l'air d'être bon, en tout cas. En tout cas, c'est une thématique dont, je vais dire déjà le gros mot, dont l'ESPE s'empare. L'ESPE, c'est le nouveau nom, enfin, la nouvelle entité, c'est l'ex-IUFM, en fait, voilà, pour la formation des futurs enseignants. C'est une thématique qui est développée donc, auprès des futurs enseignants, justement parce que pour qu'il y ait moins de problèmes de violence, d'absentéisme, de décrochage, etc., les futurs enseignants travaillent justement à la mise en œuvre d'un climat scolaire positif, serein, sain, et travaillent aussi à des choses très concrètes, comment agir, voilà, de la gestion de situation de classe, alors basée vraiment sur la coopération et l'échange avec les enfants. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est ça. Donc, le climat scolaire va faire l'objet en fait d'une semaine banalisée pour les futurs enseignants, donc les professeurs stagiaires, etc., avec des associations complémentaires de l'enseignement qui vont venir sur cette semaine-là pour parler du climat scolaire. Alors, ils vont avoir chacun leur thématique. Ça peut être, les Francas, par exemple, vont faire la médiation par les pairs. Donc, comment les enfants vont régler leurs problèmes voilà, en échangeant, en discutant ensemble quels sont les outils à mettre en place. Les PEP vont aborder... Les PEP Les PEP, c'est les pupilles de l'enseignement public. Mais c'est une association voilà, complémentaire aussi qui va aborder, elle, la République, en fait, et les notions de citoyenneté dans la littérature jeunesse. Voilà, comment on peut utiliser le livre en support dans ces situations-là aussi. Et puis, la Ligue de l'enseignement va plutôt aborder la lutte contre les discriminations. Donc, chaque association vient avec sa spécificité et anime des ateliers très concrets. Donc on est bien sûr sur des échanges, des débats. L'objectif, c'est de donner des outils, des moyens aux enseignants de juguler certains... C'est ça, parce que ce sont toutes des associations avec des vrais outils qui ont été construits, qui tournent déjà en Vendée, dans les accueils de loisirs, nouvelles activités périscolaires, etc. Mais les enseignants peuvent aussi se les approprier. Voilà, on a des malles pédagogiques avec... un ruban pédagogique, donc il y a une évolution dans les animations toutes les semaines avec des vraies choses à s'approprier. Donc on va aller montrer ça, faire en sorte que les enseignants puissent les utiliser pour plus tard quand ils seront en classe, mais au moins qu'ils aient connaissance aussi de tout ça. Et puis qu'il y ait quelqu'un un petit peu d'extérieur aussi à la formation des enseignants qui viennent leur apporter des choses très concrètes. C'est important aussi.
l'ouverture. Et donc c'est une semaine, il n'y a pas une date de déterminée dans l'année, c'est pas la même semaine pour tous les enseignants Alors pour l'ESP de La Roche, ça va être la même semaine en décembre. On l'a déjà fait l'année dernière et puis c'est amené à se reconduire. Alors peut-être après sur d'autres thématiques, mais oui, c'est banalisé, c'est pour tout le monde là. Très bien. Merci Émilie. On retourne donc à nos intercommunalités. Donc là, on était sur, sans transition aucune, on était sur les communautés d'agglomération. Donc là, c'est les plus grands ensembles. Il y a déjà La Roche-sur-Yon qui existe. Bientôt la création sur les Sables d'Olonne et les communes autour, le Pays des Olonnes. Est-ce que ça, c'est une tendance? Est-ce que de plus en plus, on va aller... Est-ce qu'on peut imaginer que la Vendée va être répartie un jour en grosses communautés d'agglomération? Alors, vaste question, et puis je ne peux pas répondre à la place des élus. Vous pouvez vous engager, oui, bien sûr. Les élus étant un peu les pilotes dans ce domaine. Hein. Alors, cependant, on peut avoir une tendance de cet ordre-là. La difficulté, c'est que, on l'a vu en retraçant un peu l'histoire de la coopération intercommunale, les choses s'accélèrent. Donc, ce n'est pas toujours simple non plus pour les habitants de comprendre les transformations qui sont rapides. Donc, il va falloir digérer cette première étape, je dirais. Hein. Vous en avez cité un certain nombre. On a une nouvelle communauté dans le sud qui réunit 4 anciennes communautés de communes, donc qui forment un ensemble conséquent. Même si en Vendée, on n'a pas des territoires non plus gigantesques, comme dans certains départements qui peuvent regrouper, je pense au Pays Basque par exemple, 80 communes regroupées dans un même ensemble. Bon, ce n'est pas le cas chez nous. Maintenant, c'est une question qui se pose avec les règles que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire la notion d'un nombre d'habitants suffisant, 50 000 sur l'ensemble du territoire, et surtout l'unité urbaine. Alors c'est ça qui peut compliquer les choses en Vendée, puisqu'on sait qu'on n'a pas beaucoup de très grosses collectivités. Ça veut dire que certaines communes devraient fusionner avec d'autres pour faire des grosses unités urbaines? Ça peut être une conséquence. Hein, donc je ne sais pas quel secteur pourrait être touché, mais c'est vrai que cette question peut se poser. Alors pourquoi? Parce que le niveau d'intégration d'une communauté d'agglomération est encore un peu plus fort, on a encore plus de compétences exercées en commun. Et plus puis, de il faut bien le dotations. dire, il y a plus de dotations. Voilà. Alors est-ce que ça va aussi durer dans le temps? C'est une question, parce que je dirais que le gâteau se partage, mais ne grossit pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a plus de dotations à l'habitant sur ce type de structure. Donc on peut imaginer que certains secteurs évoluent. Alors ça, donc on est en train de supposer des choses, d'imaginer, mais concrètement, au 1er janvier 2017, si mon intercommunalité change, voilà, est-ce que je vais le ressentir dans mon quotidien? Est-ce que ça va changer certaines choses pour moi? Je répondrai assez peu. En ce qui concerne les habitants, il y a des discussions évidemment qui ont eu lieu pour préparer les choses, un peu en amont, même si c'est rapide. Et donc on a discuté sur les compétences notamment, parce qu'il y avait cette difficulté que toutes les communautés qui se sont réunies n'exerçaient pas forcément les mêmes compétences. Oui, parce qu'il y avait des choses obligatoires et d'autres qui étaient facultatives. Oui, donc il faut s'accorder pour savoir quelles compétences vont être exercées par la nouvelle structure. Mais les choses se passent en général assez bien de ce point de vue. Et l'habitant, pour son service de ramassage des ordures ménagères, je le citais tout à l'heure, il ne va pas voir de changement, à moins que la nouvelle structure éloigne un peu les périodes de ramassage. Il y aura, parce que chaque communauté de communes a un bâtiment, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'on va supprimer, on va réaffecter certains bâtiments? Oui, on va réaffecter, c'est ce que vous indiquez. Donc le siège sera au siège de l'une des anciennes communautés, celle qui était la plus importante et qui a les capacités d'accueillir les agents, puisqu'ils seront plus nombreux. Et puis après, chaque territoire regarde ça de manière, je dirais, la plus intelligente possible pour créer éventuellement un service, installer un service particulier dans l'un des anciens sièges. Ça se passe assez bien. Est-ce que nous allons revoter? Non, parce que, alors ça c'est un point, vous savez qu'en plus, il y avait eu une modification lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, c'est-à-dire qu'il y avait le système du fléchage. Maintenant, on n'a plus... Donc le fléchage, c'était sur le bulletin, on savait quel candidat dans la liste était fléché pour l'intercommunalité. Pour les communes de plus de 1000 habitants, ou pour lesquelles on a un scrutin en partie proportionnel. Donc là, on avait fléché des... Alors maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail des règles, parce que c'est assez complexe. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle entité va devoir définir son nombre de conseillers communautaires. Alors, la loi prévoit une règle commune, je dirais, et par entente,
on peut aller un peu au-delà, on peut augmenter un peu le nombre de conseillers communautaires, mais souvent la conséquence, malgré tout, dans les ensembles plus importants, c'est que les communes les plus petites en nombre d'habitants n'auront très souvent qu'un seul représentant. Ça, c'est une des critiques, on le voit un peu dans la presse aussi, qui est faite, c'est que certaines petites communes se sentent moins bien représentées, mais c'est difficile parce que les règles sont très strictes et donc on ne fait pas ce qu'on veut dans la répartition. Donc les élus de ces nouvelles intercommunautés, leur mandat va courir jusqu'aux prochaines municipales. Il va se poursuivre pour un certain nombre d'entre eux. Par contre, si une commune perd des sièges, évidemment, il y a des règles qui sont prévues pour dire qui va continuer à siéger. Si une commune a plus de sièges, il y a une élection complémentaire au sein de l'assemblée communale qui est représentée. Les compétences, donc il y en a des nouvelles obligatoires. Oui, donc là, alors il y en a, je dirais, sur lesquelles on peut un peu plus se focaliser. Là aussi, je ne vais pas toutes les détailler. On a par exemple les aires d'accueil des gens du voyage qui devront être toutes prises en charge au 1er janvier 2017. C'était déjà le cas dans un certain nombre de structures intercommunales. On a la gestion des milieux aquatiques. Alors, c'est l'acronyme GEMAPI qui n'est pas très bien connu, mais là aussi, c'est un sujet quand même important et puis qui peut être coûteux. Donc là, ce sera au 1er janvier 2018 une obligation d'intégrer cette compétence. Et puis, on a deux compétences qui sont souvent citées aussi. Là, du coup, on sait à partir de 2020 seulement, c'est l'eau et l'assainissement. Alors, je dirais qu'en Vendée, je ne pense pas que c'est non plus des impacts trop forts parce qu'on a déjà des structures à dimension départementale. Je pense notamment pour l'eau à Vendéo. Donc déjà, la plupart des communes avaient transféré leurs compétences eau potable à ce syndicat départemental. Mais l'assainissement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les communes puisque c'est des choses qui coûtent cher. Oui. Mais ça, c'est un exemple typique où on avait déjà commencé à transférer ce qu'on appelle l'assainissement non collectif, pour les gens qui ne peuvent pas être raccordés. Ça, c'était souvent, c'était devenu de compétences intercommunales. Par contre, l'assainissement collectif avec la station, c'est bien connu, la station d'épuration, et puis il faut créer les réseaux. Ça coûte très cher. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas très logique de le gérer au niveau d'une seule commune, parce qu'on avait par exemple des villages qui étaient en proximité d'une autre commune et qui devaient être desservis par leur commune de rattachement, alors qu'il y avait peut-être une installation plus proche. Donc le raisonner à l'échelle d'un territoire intercommunal, c'est plus logique. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus en plus, il va falloir non pas penser à l'échelle de sa commune, mais qu'il y a des enjeux qu'il va falloir penser tous ensemble et réorganiser. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut citer quand même, qui est important, ce sont les fameux plans locaux d'urbanisme qui vont devenir aussi, pour la plupart, même s'il y a un droit d'option, mais je crois qu'en Vendée, beaucoup optent pour un PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là, ça dit tout, parce que là, on touche à l'aménagement d'un territoire assez large. Où est-ce qu'on va situer les zones d'activité, quels espaces on va protéger, et où est-ce qu'on va construire de l'habitation, par exemple. Ça, c'est intéressant. Ça va être... ça a une incidence sur les déplacements de la population et ça peut être intelligent de le raisonner là aussi sur un territoire plus large. Je pense qu'on vous réinvitera pour faire le bilan de comment ça s'est passé en quelques mois. On va terminer rapidement avec Delphine Blanchard sur une exposition qui s'appelle « Le cirque ridicule » de Jean-François Dolbeau. Jean-François Dolbeau va fêter ses 80 ans le 29 septembre et le 29 décembre. Et en général, c'est plutôt à nous de faire un cadeau à celui qui va... et là, c'est l'inverse. Et là, c'est lui qui nous fait un joli cadeau. C'est vraiment, son exposition a été pensée comme ça. Il l'a pensé, il aura 80 ans le 29 décembre, donc il fait 80 tableaux jusqu'au 31 décembre, à voir au musée municipal de La Roche-sur-Yon. Ça s'appelle le cirque ridicule. 80 tableaux qu'il a mis quand même 4 années. 4 années à produire, un gros travail, engendré par la colère et la révolte. C'est souvent le cas des artistes, des très bons artistes notamment. Son cirque ridicule, vous ne verrez pas vraiment des clowns, vous ne verrez pas vraiment des acrobates, vous ne verrez pas vraiment des jongleurs, vous verrez plutôt la société. La société, les politiques, la société aussi nous-mêmes. Alors, si vous allez au musée, dans la salle de gauche, vous verrez plutôt les maîtres du verbe, donc ceux qui babillent, ceux qui parlent beaucoup
pour ne rien faire, dirais-je, mais ça, c'est C'est un langage que vous. et à droite, ceux qui dirigent, donc là les politiques, mais ça peut aussi être les acteurs culturels qui ont l'impression de faire des choses et finalement pas grand-chose. Et nous, voilà, et nous, il ne nous épargne pas, hein, parce qu'il n'est pas moralisateur, Jean-François Dolbeau, il ne dit pas que nous, tout à coup, on ne fait rien. C'est aussi à nous de nous engager pour essayer de faire avancer les choses si on pense que les choses ne sont pas comme elles le sont. Et on peut dire que c'est un peintre expressionniste, donc vraiment la figure humaine, elle est au centre. J'ai été voir son atelier, je suis allée plusieurs fois vers l'expo et j'ai entendu les gens dire « mais pourquoi ces personnages sont nus ?» Donc il n'est pas du tout exhibitionniste, hein, il n'a aucune envie de choquer, c'est tout simplement parce que il ne veut pas dater. Voilà, sa figure humaine est universelle, elle est intemporelle, donc il enlève tout ce qui pourrait indiquer quelque chose. Il parle de nous dans ce qu'il y a parfois de pire, mais de nous simplement. C'est à voir jusqu'au 31 décembre au musée municipal de La Roche-sur-Yon, et l'entrée est libre, donc allez-y. Ça s'appelle le cirque ridicule. Le cirque ridicule et les clowns, parfois, je crois bien que c'est nous. Et vous avez fait un beau reportage dans le magazine Racine du mois de décembre, qu'on peut découvrir aussi en partie sur le site. Merci à chacun de vous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve, alors je ne sais plus, la semaine prochaine, oui, certainement, avec vous, mademoiselle, et puis monsieur Bernard, à une prochaine fois, parce qu'on n'a pas fini peut-être de voir nos... Non, c'est inépuisable.